Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, on n'est pas très nombreux, donc c'est parfait, comme ça on fera un truc un peu plus en petit comité. Donc, je m'appelle Ravidu. Julia aurait dû être là aussi, ma collaboratrice, mais elle a eu un empêchement. Euh, et moi, je travaille pour WNVision, je suis consultant data et IA. Donc, j'accompagne mes clients sur plein d'aspects de projets IA, notamment sur la partie IAGM. Et ce que je vous propose avant que Xavier et Com nous présentent leur routeur sémantique, c'est de faire un peu un récap de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. D'abord, au niveau des politiques, comment ils ont réagi ces 3 derniers mois en termes d'annonces. DeepSeek, je pense que tout le monde en a entendu parler, du coup, il fallait que je fasse un live dessus. Même mes parents en ont entendu parler. Euh, la transition qui est en train d'être opérée par les LLM vers les agents. Et enfin, on va terminer par le MCP, Model Context Protocol, qui est en train de devenir le protocole leader pour l'interconnexion des systèmes avec les modèles. Alors, je pense que tout le monde en a entendu parler. Le projet Stargate, qui a été lancé par Trump à son arrivée à la Maison Blanche, 500 milliards sur 4 ans. Euh, L'idée par SoftBank, OpenAI, Oracle et MGX. MGX, c'est un fonds d'Ouayot centré sur l'IA et tout ce qui est machine learning. Euh, dans toutes ces personnes qui participent à ce projet, je pense qu'il n'y a que les Duboyet qui ont l'argent. Parce qu'aujourd'hui, SoftBank est en train de lever pour essayer d'avoir ces 500 milliards. OpenAI vient de lever il n'y a pas longtemps pour essayer de contribuer à ça. Oracle, bon, ils ont de l'argent, mais pareil, ils font pas de levée, mais pas l'argent. Donc c'est assez rigolo qu'on ait eu cette annonce aussi importante euh, pour au final uniquement, et là c'est un des éléments sur lequel on va voir aussi en Europe. On a aussi prévu de faire des investissements assez massifs là ici en France, 109 milliards d'euros qui seront investis en France. Ce qui est intéressant avec ces investissements, c'est qu'ils ne concernent uniquement que les data centers. Donc on ne parle pas d'investissement sur la formation des personnes, on ne parle pas d'investissement sur l'accompagnement des entreprises. Là, c'est uniquement du hardware, du béton et des grands entrepôts pour mettre des GPU. Ce qui est assez dommageable, je trouve. Et donc, faut bien garder à l'esprit que tous les investissements que les politiques, en tout cas, mettent en avant, ce sont des investissements de hardware. Maintenant, on va parler de DeepSeek. Alors, DeepSeek est arrivé en fin janvier. Mais en fait, DeepSeek, c'est plusieurs modèles qui existent depuis relativement longtemps. Notamment les premiers modèles datent de novembre 2023, le DeepSeek Coder. Puis après, ils en ont construit plusieurs petit à petit, jusqu'à avoir donc DeepSeek R1 qui est arrivé donc en janvier 2025. Euh, enfin, qui était une démonstration de force entre guillemets d'un modèle entraîné pas cher, entre guillemets pas cher et enfin, par rapport à ce qu'ils ils ont communiqué aussi, euh, et qui a réussi à faire des performances assez remarquables euh, pour la taille de modèle que c'était. Euh, il y a énormément des éléments qu'il faut garder à l'esprit, notamment sur la partie R1, sur le modèle de DeepSeek R1. Euh, Ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez intéressant puisque ils ont trouvé un nouveau moyen de fine-tuner les modèles. Là, c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'autres laboratoires ont fait un travail aujourd'hui assez approfondi, notamment Hugging Face qui essaie de reproduire ça en full open source sur un repo Git, ce qui est intéressant à regarder. Euh, Toute la partie coût qui a été réduit drastiquement avec ce modèle. On ne se rend pas assez compte peut-être, mais la réduction de coût est de l'ordre de 90% par rapport à ce que fait un OpenAI sur ces modèles. Donc c'est très très intéressant pour les entreprises qui veulent essayer de rentabiliser leur investissement sur des projets d'IA. Bon après il y a tous ces éléments qui sont un petit peu plus d'ordre éthique et légal, puisque le modèle est construit avec une vision du monde
chinoise, du coup, il y a forcément des éléments qui ont été censurés. Et surtout, ça c'est toute la partie technique qui était intéressante, mais il y a aussi un élément ça a été un déclencheur dans le monde de la finance puisque ça a fait perdre beaucoup d'argent à Nvidia. En tout cas, la valeur de Nvidia a baissé de manière assez massive. Alors j'ai mis explosion de la bulle d'IA avec un point d'interrogation parce qu'au fond, c'était la première fois qu'un laboratoire arrivait à faire perdre en tout cas autant d'argent à des acteurs du hardware. Donc peut-être que demain il y en aura d'autres, euh, mais, mais l'explosion de la bulle IA aujourd'hui, elle a plus ou moins eu lieu pour moi en tout cas. Et voilà. On va aller sur la partie transition DLM vers les agents. Alors, ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'on l'avait déjà dit sur nos précédents meet-up, c'est qu'on est là, on est en 2025 en train de changer un peu la façon qu'on a de construire les produits basés sur l'IA. Donc en 2024-2023, on était vraiment sur mettre un modèle et le connecter à des systèmes. Là, on est en train de construire vraiment des agents. Et donc, pour construire ces agents, les providers ont commencé à mettre en avant justement des modèles qui sont taillés pour ce job-là. Donc là, je vous propose de parler un petit peu d'abord de Google, qui a sorti très récemment Gemini 2.5 Pro, euh, qui est excellent dans beaucoup de sujets, de domaines. Et on le voit, est très centré sur justement le fait d'être utilisé pour piloter des agents. Gemma 3, qui est la version, alors c'est pas la version Gemini 2.5 en open source, mais en tout cas c'est leur famille de modèles open source qui est assez intéressante. D'ailleurs, j'ai utilisé ce modèle, donc la version 4 milliards, pour un use case que j'ai eu avec un client, pour générer du contenu en fait pour des bases de données. Donc on avait besoin de documenter des bases de données, donc la table et les colonnes. Et du coup, j'ai utilisé Gemma 3 sur cet ordinateur directement. Et en 1h30, on a réussi à générer la documentation de l'ensemble des 445 tables à peu près, pardon, pas 1h30, en 2h30, ce qui aurait pris, si on l'avait fait à la main, facilement une semaine. Donc, et Gemma 3, donc 4 milliards, avec en quantification à 8, tourne extrêmement bien sur un Mac M3, 24 Go de RAM. Donc, on arrive sur des modèles qui commencent à être très malléables, très facilement utilisables pour ce genre de use case agent en local, déjà. OpenAI, qui commence à aussi s'orienter vers l'agentification de leurs produits. Donc, on a Deep Research, qui est une réponse directe à Deep Research de Google, qui est sorti en décembre de l'année dernière. Donc pareil, il va aller rechercher, il va pouvoir faire des recherches internet et effectuer des tâches complexes. Des feedbacks que j'ai eu, parce que je l'ai pas utilisé celui-là, j'ai plus utilisé celui de Google, c'est pas au niveau de celui de Google. Mais en même temps, Google, il a l'index de la Terre entière dans ses bases de données versus OpenAI qui n'a pas encore ça. Je vous parlais tout à l'heure du projet Stargate qui avait besoin de 500 milliards. OpenAI vient de lever il n'y a pas longtemps. Donc, ils vont pousser aussi vers l'infrastructure pour soutenir ce genre de produit très orienté, agent, et surtout très consommateur de GPU. Parce qu'un agent, ça va tourner, c'est une loupe en soi de raisonnement, et ça coûte extrêmement cher à faire tourner. OpenAI aussi a révélé en début février, Operators. Ça, c'est une réponse directe à Anthropic, qui avait sorti Computer Use, et Google avec le projet Mariner. Donc, c'est globalement les trois ont cet usage du navigateur web au centre de l'interaction qu'ils vont avoir avec le monde. Là où, par exemple, Google va le faire à travers une extension, Anthropic va être sur votre desktop à vous. Donc, c'est votre navigateur qui va tourner.
Avec OpenAI, Operators, c'est un navigateur qui se trouve sur leur cloud, donc ils contrôlent eux, qui va tourner, et donc on est sur un paradigme qui est beaucoup plus différent, enfin qui est vraiment différent, pardon. Donc ça soulève pas mal de questions, mais on voit là que avec Operator, avec Mariner, avec Computer Use, on est sur une nouvelle génération d'outils qui va au-delà de l'assistant un peu ponctuel qu'on a comme les ChatGPTs. Anthropic, ils ont sorti il n'y a pas longtemps Claude 3.7 et surtout Cloud Code, qui est un outil, alors, qui n'est pas accessible à tout le monde de mon point de vue, puisque ça tourne sur un terminal, et qui est du coup basé sur Claude 3.5, 3.7, pardon, et qui permet d'avoir un véritable gain dans le développement, surtout le développement, enfin l'initialisation de développement. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de mettre en place des choses, de poker, de faire des POC, Cloud Code peut être vraiment game changer pour avancer très rapidement sur des éléments. À savoir que Cloud Code n'est pas tout seul dans ce périmètre, sur le marché. Vous avez GitHub Copilot qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sa fonctionnalité agent. Et vous avez d'autres projets qui ressemblent à Cloud Code qui sont full open source, qui sont aussi qui sont tout aussi intéressants. Néanmoins, quand on regarde Cloud Code ou les solutions open source, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que Cloud Code se connecte par API au modèle d'Anthropic. C'est-à-dire que ça utilise beaucoup de tokens, du coup ça vous coûte forcément relativement cher. Quand vous regardez en face de ça des solutions comme GitHub Copilot, qui met en face cette fonctionnalité d'agent, c'est inclus dans votre abonnement de 10 $, je crois. Donc, en termes de coût, pour un usage professionnel, ce genre de solution, je trouve que c'est relativement cher pour ce que ça va vous donner. Donc, c'est intéressant de l'explorer, mais c'est pas quelque chose pour l'instant, pour moi, qui est complètement exploitable sans que les coûts dérapent rapidement. Une question. Ouais. C'est quoi la différence entre Cloud Code et utiliser Cline avec Claude 3.7 par exemple? Quel est fondamentalement, c'est quoi la différence? C'est la même chose ou Oui. En fait, typiquement, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ça donc, du coup, pourquoi ils ont sorti Cloud Code? Ouais. Pour être présent sur le marché, tout simplement. Et en fait, Cloud Code, c'est un peu non, mais un moyen de dire, on a compris que notre modèle est vachement fort en code et que vous aimez bien coder avec. Donc, on va vous donner un outil qui permet d'utiliser encore plus notre modèle dans votre écosystème, le terminal, et très centré sur ces professionnels-là. Ils ont sorti aussi une étude courant février qui montrait un peu justement les secteurs professionnels qui étaient impactés dans leur clientèle, qui étaient impactés par les modèles, et les développeurs étaient les premiers. Donc c'était le secteur. Donc ils ont compris que leurs plus gros clients venaient de ce domaine-là. Claude 3.7. Personnellement, c'est le modèle que j'utilise le plus aujourd'hui. Qualitativement, il est vraiment top. Et je voulais aussi mettre en avant ce petit chart qu'ils ont fait. Alors, ils ont un sorte de hobby chez Anthropic à faire jouer Pokémon, enfin, utiliser les modèles pour jouer à Pokémon. Mais au moins, ça permet de montrer à quel point les modèles, en fait, sont capables pareil, d'avoir quand vous les mettez sous forme d'agents, d'avoir une interaction avec des environnements ici de jeux Pokémon, et à quel point Cloud 3.7 est vraiment taillé, encore une fois, pour faire de l'agentique dans ces environnements. Llama 4. Bon, je vais accélérer un petit peu. Llama 4. Alors, c'est sorti dimanche soir à l'arrache. Littéralement à l'arrache, hein, parce qu'il y a carrément un commit qui montre qu'en fait, il devait sortir le 7, mais en fait, on va le sortir avant. Bon. Depuis à peu près 24 heures, il y a un drama qui tourne autour de la Llama 4, parce que tout ce qu'ils ont mis en avant, comme quoi c'était les meilleurs en termes de bench, ça aurait été avec des modèles fine-tunés de Llama 4 et pas Llama 4 de base.
Et sur la partie licence, il y a des petites subtilités. Et encore une fois, c'est des subtilités. Bon, une boîte qui a plus de 700 millions d'utilisateurs, bon, ça se compte sur les doigts de deux mains, peut-être. C'est trois. Donc ça va, vous n'êtes pas trop être impacté. Par contre, le fait que vous ayez un maître conçu avec Lama, que tous les modèles que vous avez dérivés et publiés doivent avoir le mot Lama devant. Enfin, il y a plein d'éléments qui font qu'ils veulent garder cette marque Lama sous contrôle. Et donc l'usage qui est fait avec ces modèles va être assez limité, je pense. S'il y a trois éléments qu'il faut garder en tête avec Lama 4, c'est le fait qu'il soit nativement multimodal, que c'est un MOE, donc un Mixture of Experts, et que en fait ils ont un taille de contexte, un contexte Windows qui est gigantesque. Par contre, quand vous avez des tailles de contexte aussi grands, une application locale est quasi impossible. Donc en fait, pour moi, Lama 4, c'est juste une sorte de pub qu'ils font sur. Nous, on est capable de faire des modèles hyper puissants, mais c'est tout. À l'usage, je vois pas encore d'usage, en tout cas intéressant avec. Et ils font tout pour se saboter en plus, franchement. On va terminer rapidement sur MCP. Donc, modèle contexte protocole, c'est une brique technique qui vous permet de connecter vos systèmes, donc base de données, vos logiciels SaaS, vos fichiers locaux si vous avez envie, vers des modèles. Hyper intéressant parce que c'est un composant qui a été fait en interne sur Anthropic. Ils l'ont un petit peu sorti d'Anthropic et maintenant ça commence à vivre tout seul. Aujourd'hui, ce projet commence à exploser. Le modèle contexte, c'est ici. Hein. Donc là, vous l'avez sur la progression en GitHub Star. Donc j'ai pris cette métrique-là parce que j'en ai pas d'autres honnêtement. Mais ce que vous pouvez voir par rapport à tous les autres moyens de communication, on va dire, avec les modèles qui sont sortis entre-temps, qui commencent à ralentir, MCP est en train d'exploser sur l'écosystème et ça commence à devenir un peu la techno par défaut si vous voulez construire des choses. Il y a un truc que j'ai pas mis là sur ce graphe. Vous avez LangChain AI LangGraph qui est jaune, qui est clairement en galère. Et j'ai pas mis LangChain en lui-même. Si j'avais mis LangChain, vu que c'est l'un des plus vieux, ça vous écrase tout le reste. Mais c'est juste parce que c'est le plus vieux. Et pour terminer, si vous voulez trouver des serveurs et des clients, il y a énormément de sites qui commencent à popper dans tous les sens. Si vous voulez en garder trois en tête, Smithery, MCPSO et Cloud MCP. Mais vous pouvez retrouver ces éléments-là sur le repo officiel de Model Context Protocol. Ils ont toute la liste de l'ensemble des sites qui répertorient les MCPI. Ça s'est organisé depuis sur ce trimestre-là, entre janvier et mars. Il y a une organisation de la communauté autour de cette techno qui est assez intéressante. Donc voilà pour moi. Et selon toi, pourquoi que MCP est une courbe d'adoption aussi fulgurante, enfin l'adoption de discussion aussi fulgurante, qu'est-ce que ça change par rapport au reste? Parce qu'ils ont eu la bonne idée de rendre leur protocole ultra simple. C'est juste un protocole. Donc c'est juste un moyen de communiquer avec les trucs. C'est pas des briques techniques qui arrivent en plus où tu dois apprendre un nouveau langage ou une nouvelle surface d'API. Oui. Je pensais à le côté standard aussi. Oui. Et derrière, c'est un côté standard. Donc ils ont introduit de marché quelque chose qui est manqué jusque-là. Je pense qu'il y a du potentiel pour devenir un peu de facto le standard. C'est ce qu'ils ont tous essayé de faire. Hein. C'est juste que les autres venaient avec plein de briques techniques en plus qui vous forçaient en fait à apprendre des choses. Là au MCP, vous avez un protocole. Là, l'aspect, il est super simple. Il y a une différence fondamentale avec tous les autres SDK, c'est que en fait, le MCP permet d'apporter aux agents des outils déjà tout faits, conçus, alors que PyDantic, LangGraph, il faut les construire. Exactement. C'est très, très